La pluie tombait sur Paris, un murmure constant contre les vitres géantes de la Défense, un voile gris sur les rêves de tant de vies. Élodie Dubois, 42 ans, connaissait bien ce son. Ses mains, usées par des années à polir les surfaces des autres, guidaient le chariot de ménage dans le silence aseptisé des bureaux vides. À ses côtés, Léa, sa fille de 10 ans, traînait une petite voiture rouge, un peu cassée, souvenir d'un père parti trop tôt, trop vite. Un vide qui ne se comblait jamais vraiment. Ce soir-là, l'air était plus lourd, la fatigue plus tenace. Élodie avait supplié son chef « Je peux travailler chez vous, juste ce soir ?» pour que Léa ne reste pas seule dans leur petit appartement de Belleville, où les bruits du périphérique étaient une berceuse amère. Mais l'entreprise avait refusé. Léa était là, cachée derrière le chariot, à l'affût du moindre bruit, ses yeux d'enfant trop vifs captant chaque ombre. Si des histoires comme celle-ci ne doivent pas disparaître dans l'ombre, restez avec nous sur Récits qui touchent l'âme. Appuyez sur suivre maintenant avant que le prochain rebondissement ne vous échappe. Dans le bureau principal, celui d'Antoine de Montaigne, l'ordre était presque clinique, mais Élodie avait l'œil. C'était sa compétence, son don invisible, lire les vies à travers les désordres laissés. Sous une pile de rapports financiers impeccables, son regard s'est posé sur une petite clé USB, d'un modèle que l'on ne trouvait pas dans le commerce. Un gris mat, presque militaire, avec une légère éraflure sur un coin. Elle l'a laissé là, mais son esprit a enregistré le détail. Et puis, la lumière. Toujours la même, une bande étroite et tremblante, filtrant d'une fente haute dans le mur, comme un code morse muet, juste avant l'aube. Élodie se sentait observée, non par une personne, mais par la structure même du bâtiment, par le silence oppressant qui régnait là. Léa, elle, était une experte en camouflage. Elle se fondait dans les recoins, son petit corps recroquevillé sur une chaise de bureau vide, sa voiture rouge serrée contre elle. Élodie savait que chaque minute passée ici était une ligne de plus sur le visage de sa fille, une part de son innocence érodée par cette survie silencieuse. Quand un gardien de sécurité, au regard vide, a traversé le couloir sans un mot, le cœur d'Élodie a raté un battement. Ce n'était pas une menace directe, non. C'était la menace de l'indifférence, de l'invisibilité, de l'oubli. Elle a attrapé la main de Léa, un geste instinctif, protecteur, une bulle d'humanité au milieu de l'acier et du verre. Elle était la seule à pouvoir les protéger, elle et sa fille, de ce système qui broyait les petites gens. Ce n'était pas un homme, c'était une machine. Les horaires décalés, les caméras omniprésentes, les contrats précaires, les changements de dernière minute, tout concourait à maintenir Élodie et les autres nettoyeurs dans une vulnérabilité constante. La menace était diffuse, un sentiment que l'entreprise Montaigne Immobilier, avec ses tours brillantes et ses promesses de renouveau urbain, pouvait les faire disparaître aussi facilement qu'une tache de café. Un matin, alors qu'Élodie tentait de démêler un problème de planning qui la condamnait à des heures impossibles, Léa, assise à côté d'elle, a pointé du doigt une carte de la Défense qu'Élodie avait punaisée au mur. « Maman, la lumière, elle vient toujours de là, non ?» dit-elle, son petit doigt pointant une fenêtre précise au 24e étage, non pas du bureau de Montaigne, mais d'une salle de réunion adjacente, toujours fermée. Élodie a regardé sa fille, surprise par la perspicacité de ce petit être qui, malgré son jeune âge, captait les détails que les adultes ignoraient. La clé USB, la lumière. Léa avait vu quelque chose. Elle n'était pas juste une enfant à protéger, elle était une paire d'yeux supplémentaires, une conscience vive qui percevait les anomalies. Élodie a ressenti un frisson, un mélange de peur et d'une étrange fierté. Léa avait déjà commencé à cartographier leur propre chemin dans cette jungle de béton. La lumière, la clé USB. Léa l'avait dit, ce n'était pas juste une coïncidence enfantine, c'était une clé. Élodie sentait que le bâtiment, avant un simple lieu de travail, se transformait en un labyrinthe de secrets. Chaque couloir,
chaque porte fermée, une pièce dans un immense puzzle silencieux. Elle avait toujours vu les choses que les autres ignoraient. C'était sa force, sa survie. Maintenant, cette capacité était devenue une arme inattendue. Elle a commencé à regarder différemment les plans de montagnes immobiliers, ces affiches géantes qui tapissaient les murs des couloirs, montrant des tours futuristes s'élevant sur les ruines d'anciens quartiers. Léa avait pointé la lumière du 24e étage, non pas le bureau d'Antoine, mais une salle de réunion adjacente. Élodie s'est souvenue d'une rumeur, un murmure, parmi les autres femmes de ménage, à propos d'une pièce spéciale, toujours verrouillée, où des documents étaient parfois laissés à l'abandon avant d'être mystérieusement déplacés. Un endroit où les règles habituelles de l'entreprise semblaient ne pas s'appliquer. Comme une zone d'ombre dans le cœur de la tour. La semaine suivante, Élodie a modifié sa routine, discrètement, presque imperceptiblement. Elle s'est assurée de passer par ce couloir au moment où le gardien, celui aux yeux vides, faisait sa ronde ailleurs. Le silence y était plus épais, le froid plus mordant, comme si l'air lui-même était chargé d'un secret lourd. Elle a remarqué une fente sous la porte, à peine visible, d'où émanait une légère odeur de vieux papier et de poussière, un contraste frappant avec l'asepsie habituelle des lieux. Ce n'était pas l'odeur d'un bureau régulièrement utilisé, mais celle d'un espace figé dans le temps, une sorte d'archive clandestine. Le temps semblait s'y être arrêté. Un soir, alors que Léa était exceptionnellement chez une voisine, Élodie a risqué un coup d'œil plus approfondi. La fente n'était pas assez large pour voir à l'intérieur, mais un petit objet, glissé juste en dessous, a attiré son attention. Une sorte de badge d'accès, ancien, délavé, sans photo, portant un numéro de série à peine lisible, M703. Elle l'a touché du bout des doigts, sentant la texture froide du plastique usé, comme un fragment d'une autre époque. Elle l'a laissé là, mais le numéro s'est gravé dans sa mémoire. C'était un vestige, une petite pierre du chemin qui menait quelque part de sombre, un écho d'un passé que l'on voulait oublier. Elle a continué son travail, son esprit en ébullition. Les tours de Montaigne, ces géants de verre et d'acier, n'étaient pas seulement des symboles de richesse. Elles étaient des forteresses, protégeant des secrets enfouis sous leurs fondations. Elle se souvenait des chantiers de son mari, des rumeurs d'accidents étouffés, de terrains acquis à des prix dérisoires, de familles relogées de force. Tout cela prenait un nouveau sens, une cohérence glaçante. Le système n'était pas juste Antoine de Montaigne. C'était une toile d'araignée complexe, tissée de contrats opaques, de décrets municipaux passés en douce, de destins brisés et oubliés. C'était l'écho des voix métalliques entendues parfois dans les couloirs, des ordres donnés sans visage, sans nom, une machine sans âme. C'était la façon dont les vies des petites gens étaient effacées pour laisser place à des gratte-ciel, la face cachée de la splendeur parisienne. Élodie a commencé à collectionner mentalement ces guétailles, ces miettes de pain laissées par l'ogre urbain. Elle se sentait comme une archéologue, fouillant les strates d'une civilisation moderne corrompue. Elle a repensé à la peur panique d'Antoine de Montaigne, évoquée dans les rumeurs, une peur liée à son héritage familial. Et si ce badge, ce numéro M703, était un fil vers cette peur? Et si la salle verrouillée contenait la clé de son passé, un passé que Montaigne cherchait désespérément à enterrer sous des tonnes de béton et de verre? Ces fils indisibles, une fois tirés, ne se lâchent plus. Si cette vérité résonne en vous, partagez ce chemin avec nous. Elle sentait que Léa, avec son instinct pur, avait ouvert une porte. Et derrière cette porte, il n'y avait pas seulement la vérité, mais aussi un danger grandissant. Le système commençait à se révéler, ses engrenages grinçant. La prochaine fois, elle ne se contenterait pas de regarder. Elle agirait. Le silence de la tour, autrefois une simple toile de fond, devenait une partition complexe pour Élodie. Chaque grincement lointain, chaque souffle de la ventilation, chaque pas résonnant dans les couloirs vides étaient des notes qu'elle apprenait à déchiffrer. La lumière du 24e étage
le badge M703, la clé USB. 3 fils, minces mais résistants, tissés dans la trame de ses jours et de ses nuits. Elle observait les routines des gardiens, non plus par simple habitude, mais avec l'acuité d'une chasseuse. Elle notait les angles morts des caméras, ces petites poches d'ombre où le système semblait oublier de regarder. Elle sentait le poids de ces informations, le danger croissant, mais aussi une étrange force. Un matin, alors qu'elle nettoyait les bureaux du 3e étage, une conversation chuchotée a filtré d'une porte entr'ouverte. 2 cadres. Leur voix basse et pressée parlait d'un dossier des terrains et d'une clause de confidentialité renforcée pour un projet à Belleville, son quartier. Le nom de son mari, Jean-Luc, a traversé son esprit comme un éclair. Il avait travaillé sur les chantiers de Montaigne Immobilier. Il avait parlé, avant de disparaître, de terrains contaminés et de permis de construire bidons. Le souvenir de son absence, de ce vide inexplicable, s'est ravivé, aiguisé par cette nouvelle piste. La peur n'était plus seulement pour elle et Léa, elle était aussi pour la vérité de Jean-Luc. La machine Montaigne n'était pas seulement faite de béton et de verre. Elle était aussi faite de papier, de sceaux, de signatures, de clauses complexes. Élodie se sentait prise au piège d'une bureaucratie glaciale. Quelques jours plus tard, elle a reçu une convocation, une évaluation de performance inattendue, menée par un nouveau responsable, M. Dubois, un homme aux yeux froids, dont le nom de famille ironiquement ressemblait au sien, mais dont le regard était celui d'un étranger. Il lui a reproché des retards minimes, des normes d'hygiène non respectées, des fautes inventées de toutes pièces. Il a même évoqué la présence non autorisée d'un mineur dans l'enceinte, une menace à peine voilée concernant Léa. Le sang d'Élodie s'est glacé. Ce n'était pas un simple avertissement. C'était un message, une mise en garde. Quelqu'un savait. Le système se refermait sur elle, non pas avec violence, mais avec cette lenteur implacable qui broie l'âme. Elle a senti la micro-défaite, cette humiliation silencieuse, le sentiment d'être une fourmi sous la botte d'un géant. Mais au lieu de la briser, cela a allumé une étincelle. Si vous percevez le détail qu'il feint d'ignorer, parlez-en dans les commentaires et écrivez « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. En rentrant à Belleville ce soir-là, le périphérique hurlait sa chanson habituelle. Léa, silencieuse, a senti l'angoisse de sa mère. Elle a sorti sa petite voiture rouge, l'a posée sur la carte de la Défense punaisée au mur. Son petit doigt a tracé des chemins. « Maman, si le gardien passe là et que la caméra est là, alors il y a un endroit où personne ne voit, jusqu'ici. » Elle a pointé un coin du 20e étage, une zone de service où les conduits d'aération passaient. Et si la porte M703 est là, on pourrait y aller par là quand ils changent les poubelles. Élodie a regardé sa fille, le cœur serré. Léa ne jouait plus. Elle élaborait une stratégie. Ses yeux d'enfant, si souvent perdus dans les étoiles, brillaient d'une intelligence tactique insoupçonnée. Elle avait une vision différente, une logique enfantine, mais imparable. Elle avait repéré une faille dans la routine des éboueurs. Un moment de quelques secondes où une porte de service restait entr'ouverte pour la collecte. Léa ne voyait pas les obstacles, elle voyait les chemins. Elle ne voyait pas l'autorité des adultes, elle voyait les failles. Élodie a pris un stylo, a commencé à esquisser les plans de Léa sur la carte, les routes, les horaires, les codes. La petite voiture rouge de Léa traçait des lignes invisibles de courage. C'était comme si le pouvoir, ce pouvoir de décider et d'agir, commençait à glisser de ses mains usées vers les petites mains agiles de sa fille. Léa n'était plus seulement à protéger, elle était le cerveau derrière leur survie. Son esprit était un labyrinthe de solutions, un dédale de ruses que personne n'aurait pu anticiper. Le prix de cette nouvelle prise de conscience était lourd. Élodie sentait la tension dans ses épaules. La fatigue chronique s'installait dans ses os. Elle ne dormait plus vraiment. Les images des tours de Montaigne hantant ses nuits.
Elle avait l'impression d'être observée, même dans son petit appartement. Chaque bruit du couloir, chaque coup de téléphone inconnu la faisait sursauter. La peur n'était plus une abstraction, elle était une présence constante, un poison lent qui s'infiltrait dans chaque recoin de sa vie. Une nuit, elle a trouvé une petite note glissée sous sa porte. Un seul mot, écrit en majuscules anonymes. Attention, pas de signature, pas d'expéditeur. Juste un avertissement froid, glaçant. Qui l'avait laissé? Un allié silencieux ou une nouvelle menace? La ligne entre la survie et l'intégrité était de plus en plus fine. Jusqu'où irait-elle pour protéger sa dignité et celle de Léa? Le monde des puissants semblait impénétrable. Mais Élodie avait Léa. Et Léa avait un plan. Elle avait vu quelque chose, une vérité qui ne pouvait pas rester cachée. Et le compte à rebours avait commencé. La note, glissée sous la porte, était une lame de froid dans le silence de l'appartement. Attention, un mot, sans signature, sans explication, mais qui portait le poids d'une menace invisible. Élodie avait senti son cœur s'emballer, un tambour sourd dans sa poitrine. Qui savait? Qui les observait? La peur, qui rôdait déjà, s'était matérialisée, se transformant en une présence palpable, un souffle glacial sur sa nuque. Le sommeil était devenu un luxe inatteignable. Chaque ombre, chaque craquement du vieux parquet, une alerte. Ses mains, autrefois si habiles à nettoyer, tremblaient parfois, et l'odeur du détergent ne parvenait plus à masquer l'amertume grandissante. Elle se sentait prise au piège d'une toile d'araignée invisible, tissée par des fils qu'elle ne voyait pas, mais qu'elle sentait se resserrer. La fatigue s'inscrivait dans les traits de son visage, creusant des cernes violacées sous ses yeux. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Léa dépendait d'elle, et la vérité, cette vérité sur Jean-Luc, sur ces terrains contaminés dont il parlait avant de s'évanouir dans l'oubli, cette vérité réclamait d'être entendue. Chaque jour, le souvenir de son mari, cet ouvrier du bâtiment disparu sans explication, se mêlait à l'image des tours de Montaigne Immobilier, ces géants froids qui étouffaient les quartiers populaires. Le lendemain, une autre surprise l'attendait. Son planning avait été modifié sans préavis. Elle était désormais assignée à des tâches de nuit, dans des bâtiments isolés en banlieue, loin de la Défense, loin de la salle M703, loin de la lumière du 24e étage. C'était une manœuvre, une façon de l'éloigner, de la rendre encore plus invisible, de briser sa routine, de casser son accès aux informations. C'était le système, pas un homme, mais une machine implacable qui tentait de la broyer, de la reléguer aux marges, là où les secrets ne pouvaient pas s'échapper. L'odeur du goudron frais et de l'humidité des chantiers de banlieue remplaçait l'asepsie des bureaux parisiens, un rappel constant de la distance qu'on voulait lui imposer. Mais Léa, elle, n'était pas si facilement découragée. Son esprit tactique s'aiguisait à chaque nouvelle adversité. Assise à la table de la cuisine, sa petite voiture rouge à la main, elle avait dessiné de nouveaux chemins sur la carte, des itinéraires bis, des points de rencontre secrets. « Maman, si tu ne peux plus aller là-bas, on peut demander à Madame Dupont. Elle nettoie le marché de Rungis la nuit. Elle connaît tous les livreurs. Ils vont partout, même là où on n'y les attend pas. » Léa pointa du doigt une zone industrielle à l'est de Paris, un dédale de hangars et des routes secondaires, un autre monde où les règles de Montaigne Immobilier n'avaient pas le même pouvoir. Élodie la regardait, un mélange d'admiration et d'une angoisse sourde. Sa fille, si jeune, était devenue sa boussole, son stratège. Mais à quel prix? Léa avait déjà perdu son insouciance, forcée de grandir trop vite, de voir les ombres là où les autres ne voyaient que la lumière. Était-ce juste de l'entraîner dans cette lutte, de la laisser porter ce fardeau? La question la rongeait. Jusqu'où pouviez-vous aller pour la vérité, pour la justice, quand le prix à payer était l'innocence de votre enfant, quand le monde des puissants semblait impénétrable et que la seule arme était l'ingéniosité d'une petite fille? La note « Attention » avait été le premier coup, la réaffectation le second. Puis, une autre chose s'est produite. Une nuit,
En rentrant, elle a trouvé sa porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Rien n'avait été volé, aucun signe d'effraction évident. Mais la petite voiture rouge de Léa, toujours posée sur la table du salon, avait été déplacée, juste de quelques centimètres. Un message silencieux, glaçant, une violation de leur sanctuaire. Le silence de l'appartement, autrefois un refuge, était désormais rempli d'un murmure d'effroi. Quelqu'un était entré. Quelqu'un savait où elle vivait. C'était une attaque, non pas contre ses biens, mais contre sa paix, contre sa sécurité la plus élémentaire, contre le peu de dignité qu'il leur restait. Elle a serré Léa dans ses bras, le corps de sa fille, si petit, si fragile, contre le sien. Elle sentait le besoin de se battre, non seulement pour elle-même, mais pour toutes ces vies invisibles, pour tous ces Jean-Luc oubliés sous les fondations des tours de verre. La peur panique d'Antoine de Montaigne, ce magnat si puissant, avait-elle un lien avec cette violation, avec ce badge M703, avec cette pièce verrouillée? La ligne était tracée. Il n'y avait plus de retour possible. Le système, avec ses menaces silencieuses, ses déplacements subtils, ses intrusions invisibles, les poussait dans leur retranchement. Elle devait agir. Léa avait un plan, et Élodie était prête à le suivre, à devenir l'ombre qui défie la lumière. La prochaine étape serait risquée. Mais l'alternative, le silence, la soumission, était bien pire. La note, glissée sous la porte, était une lame de froid dans le silence de l'appartement. Attention. Un mot, sans signature, sans explication, mais qui portait le poids d'une menace invisible. Élodie avait senti son cœur s'emballer, un tambour sourd dans sa poitrine. Qui savait? Qui les observait? La peur, qui rôdait déjà, s'était matérialisée, se transformant en une présence palpable, un souffle glacial sur sa nuque. Le sommeil était devenu un luxe inatteignable. Chaque ombre, chaque craquement du vieux parquet, une alerte. Ses mains, autrefois si habiles à nettoyer, tremblaient parfois, et l'odeur du détergent ne parvenait plus à masquer l'amertume grandissante. Elle se sentait prise au piège d'une toile d'araignée invisible, tissée par des fils qu'elle ne voyait pas, mais qu'elle sentait se resserrer. La fatigue s'inscrivait dans les traits de son visage, creusant des cernes violacées sous ses yeux, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Pas maintenant. Léa dépendait d'elle. Et la vérité, cette vérité sur Jean-Luc, sur ces terrains contaminés dont il parlait avant de s'évanouir dans l'oubli, cette vérité réclamait d'être entendue. Chaque jour, le souvenir de son mari, cet ouvrier du bâtiment disparu sans explication, se mêlait à l'image des tours de Montaigne Immobilier. Ces géants froids qui étouffaient les quartiers populaires. Le lendemain, une autre surprise l'attendait. Son planning avait été modifié sans préavis. Elle était désormais assignée à des tâches de nuit, dans des bâtiments isolés en banlieue, loin de la Défense, loin de la salle N703, loin de la lumière du 24e étage. C'était une manœuvre, une façon de l'éloigner, de la rendre encore plus invisible, de briser sa routine, de casser son accès aux informations. C'était le système. Pas un homme, mais une machine implacable qui tentait de la broyer, de la reléguer aux marges, là où les secrets ne pouvaient pas s'échapper. L'odeur du goudron frais et de l'humidité des chantiers de banlieue remplaçait l'asepsie des bureaux parisiens, un rappel constant de la distance qu'on voulait lui imposer. Mais Léa, elle, n'était pas si facilement découragée. Son esprit tactique s'aiguisait à chaque nouvelle adversité. Assise à la table de la cuisine, sa petite voiture rouge à la main, elle avait dessiné de nouveaux chemins sur la carte, des itinéraires bis, des points de rencontre secrets. « Maman, si tu ne peux plus aller là-bas, on peut demander à Madame Dupont. Elle nettoie le marché de Rungis la nuit. Elle connaît tous les livreurs. Ils vont partout, même là où on ne les attend pas. » Léa pointait du doigt une zone industrielle à l'est de Paris, un dédale de hangars et de routes secondaires, un autre monde où les règles de Montaigne Immobilier n'avaient pas le même pouvoir. Élodie la regardait, un mélange d'admiration et d'une angoisse sourde. Sa fille,
Si jeune était devenu sa boussole, son stratège. Mais à quel prix? Léa avait déjà perdu son insouciance, forcée de grandir trop vite. De voir les ombres là où les autres ne voyaient que la lumière. Était-ce juste de l'entraîner dans cette lutte, de la laisser porter ce fardeau? La question la rongeait. Jusqu'où pouviez-vous aller pour la vérité, pour la justice, quand le prix à payer était l'innocence de votre enfant, quand le monde des puissants semblait impénétrable, et que la seule arme était l'ingéniosité d'une petite fille? La note attention avait été le premier coup, la réaffectation le second. Puis une autre chose s'est produite. Une nuit, en rentrant, elle a trouvé sa porte d'entrée légèrement entr'ouverte. Rien n'avait été volé, aucun signe d'effraction évident. Mais la petite voiture rouge de Léa, toujours posée sur la table du salon, avait été déplacée. Juste de quelques centimètres. Un message silencieux, glaçant, une violation de leur sanctuaire. Le silence de l'appartement, autrefois un refuge, était désormais rempli d'un murmure d'effroi. Quelqu'un était entré. Quelqu'un savait où elle vivait. C'était une attaque non pas contre ses biens, mais contre sa paix, contre sa sécurité la plus élémentaire, contre le peu de dignité qu'il leur restait. Elle a serré Léa dans ses bras, le corps de sa fille, si petit, si fragile, contre le sien. Elle sentait le besoin de se battre, non seulement pour elle-même, mais pour toutes ces vies invisibles, pour tous ces Jean-Luc oubliés sous les fondations des tours de verre. La peur panique d'Antoine de Montaigne, ce magnat si puissant, avait-elle un lien avec cette violation, avec ce badge N703, avec cette pièce verrouillée? La ligne était tracée. Il n'y avait plus de retour possible. Le système, avec ses menaces silencieuses, ses déplacements subtils, ses intrusions invisibles, les poussait dans leur retranchement. Elle devait agir. Léa avait un plan, et Élodie était prête à le suivre, à devenir l'ombre qui défie la lumière. La prochaine étape serait risquée, mais l'alternative, le silence, la soumission, était bien pire. La nuit suivante, le froid de la banlieue s'accrochait au bâtiment désaffecté où Élodie officiait. L'odeur de l'humidité et du métal rouillé imprégnait l'air, loin des effluves de produits de nettoyage sophistiqués de la défense. Mais cette distance, cette marginalisation forcée, offrait une liberté inattendue. Élodie avait un numéro, celui de Madame Dupont, une femme de ménage d'un certain âge, dont les rides racontaient des décennies de nuits passées au marché de Rungis, au milieu des camions frigorifiques et des cris des marchands. Elle avait le réseau que Montaigne ne pouvait pas contrôler. Elle a appelé, la voix hésitante au début, puis plus assurée. Madame Dupont, au bout du fil, avait une voix rocailleuse, empreinte de la fatigue de l'aube, mais aussi d'une curiosité bienveillante. « Des terrains contaminés, vous dites? Et un badge N703 ?» Le ton de Madame Dupont était grave. Elle connaissait les rumeurs, les non-dits qui couraient dans les arrière-boutiques du marché, là où les ouvriers se retrouvaient à l'aube pour un café chaud. Elle avait vu des documents passés, des plans de chantier qui ne correspondaient pas aux permis officiels, des camions chargés de terres suspectes, des noms qui résonnaient avec celui de Montaigne Immobilier. Elle était un vestige vivant, une mémoire de la ville que le béton tentait d'effacer. Madame Dupont a promis de poser des questions, discrètement parmi les livreurs et les transporteurs. Eux, ils avaient les yeux partout, sillonnaient Paris et sa banlieue, voyaient les chantiers secrets, les livraisons nocturnes. C'était le plan de Léa qui prenait forme. Utiliser les invisibles pour débusquer les tout-puissants. Élodie sentait que le vent tournait, lentement, imperceptiblement. La menace de Montaigne, ce magnat qui pensait tout contrôler, était désormais un jeu d'échecs où les pions les plus humbles avaient des routes inattendues. Quelques jours plus tard, un message anonyme est arrivé sur le vieux téléphone portable d'Élodie. Une photo, floue mais reconnaissable. C'était un coin de la salle N703, celle du 24e étage, et sur une étagère, à peine visible dans l'ombre,
une pile de vieilles clés USB, toutes du même modèle que celles qu'Élodie avait vues dans le bureau de Montaigne. Et une, en particulier, portait la même éraflure distinctive. Le premier vestige était payé. Non seulement la clé existait, mais il y en avait d'autres, et elles étaient stockées dans la pièce verrouillée. La lumière du 24e étage n'était pas un simple hasard. C'était une sentinelle silencieuse, veillant sur un secret. Léa avait raison. Léa avait raison. Le cœur d'Élodie battait la chamade, une mélodie frénétique dans la nuit parisienne. La photo, floue et granuleuse, était une preuve, une fissure dans le mur impénétrable de Montaigne. Elle regardait la petite voiture rouge de Léa, posée sur la carte, un phare dans l'obscurité. « Maman, » dit Léa, sa voix un murmure à peine audible dans le silence de leur petit appartement. Si les clés sont là, il doit y avoir quelqu'un qui les gère, quelqu'un qui sait. Ses petits doigts traçaient des lignes sur la carte, des routes invisibles qui traversaient les quartiers, ignorant les frontières de verre et d'acier. Elle pointait les zones industrielles, les entrepôts à la lisière de la ville, là où les camions de Rangy s'arrêtaient avant l'aube. Madame Dupont, elle connaît ceux qui voient tout. Le lendemain, Élodie a rappelé Madame Dupont. Sa voix rocailleuse, cette fois, portait une urgence nouvelle. « J'ai un nom, Élodie. Un ancien contremaître de Montaigne. Un certain Monsieur Moreau. Il parlait beaucoup, il y a quelques années. Avant de disparaître lui aussi. Comme votre mari. On dit qu'il s'est réfugié dans une vieille usine désaffectée, du côté de Saint-Denis. Personne ne le voit plus, mais les rumeurs disent qu'il a des documents. Des choses qu'il n'a jamais osé montrer. » Le mot « document » résonnait dans l'esprit d'Élodie. Un écho des chantiers de Jean-Luc, des terrains contaminés. C'était la piste. Le risque était immense, mais le prix du silence était devenu insupportable. La nuit est tombée sur Saint-Denis, une chape de velours noir sur les toits des usines endormies. Le vent balayait les rues désertes, soulevant des poussières de béton et des lambeaux de silence. Élodie et Léa se sont glissées hors du bus, leurs silhouettes minuscules dans l'immensité de la nuit. Léa tenait fermement la main de sa mère, ses petits yeux vifs scrutant chaque ombre, chaque recoin. Le froid mordait leurs joues et l'odeur du métal rouillé se mêlait à celle de l'humidité stagnante. Elles marchaient, sans un mot, leurs pas étouffés par le crissement du gravier sous leurs semelles. Le silence était leur seule arme, une bulle fragile contre le bruit assourdissant des secrets. Vous sentez cette tension? Cette course contre la montre? Elle s'enfonçait dans un dédale de ruelles sombres, bordées de murs graffés et de portails cadenassés. Les réverbères distants jetaient des lumières blafardes, créant des ombres mouvantes qui dansaient autour d'elle. Le cœur d'Élodie battait la chamade, un rythme irrégulier qui résonnait dans ses tempes. Elle sentait le regard invisible du système sur elle, cette machine aux 1000 yeux qui ne dormait jamais. Mais Léa, elle, était étonnamment calme. Son petit visage était concentré, ses yeux fixés sur le chemin. Elle se souvenait des cartes qu'elle avait dessinées, des failles qu'elle avait repérées. Elle était la boussole, l'éclaireuse, celle qui voyait au-delà des obstacles. L'usine désaffectée se dressait devant elle. Une carcasse de briques et d'acier, ses fenêtres brisées comme des yeux vides. Un frisson a parcouru Élodie. L'air y était plus lourd, chargé d'une histoire de labeur et d'oubli. Elles se sont glissées par une brèche dans un mur, le bruit de leurs pas résonnant étrangement dans le silence cavernoso. L'odeur du moisi et de la rouille était écœurante. Léa a pointé du doigt une porte métallique grinçante, à peine visible dans l'obscurité. « Là, maman !» Elles se sont approchées, leur souffle court et haletant, le bruit de leur propre respiration devenant assourdissant dans ce silence oppressant. Élodie a tendu la main, son cœur serré. La poignée était froide, recouverte d'une couche de crasse. Elle l'a tournée doucement. La porte s'est ouverte avec un gémissement métallique, révélant une obscurité encore plus profonde, troublée seulement par une fine bande de lumière filtrant d'une fente sous une autre porte au fond de la pièce.
La même lumière, la même sentinelle silencieuse que celle du 24e étage. Un frisson a parcouru Élodie. Le badge M703, la lumière, les clés USB, tout était lié. Elles étaient au cœur du labyrinthe. Et derrière cette porte, quelqu'un les attendait. Ou quelque chose. La porte s'est ouverte sur un homme recroquevillé dans l'ombre, son visage émacié éclairé par la lueur vacillante d'une petite lampe de chevet. Monsieur Moreau. Ses yeux, d'un bleu délavé, étaient embués de peur, mais aussi d'une lassitude infinie. L'air était épais, saturé de l'odeur rance du tabac froid, du papier jauni et d'une solitude profonde. Des piles de journaux et de documents s'élevaient comme des totems fragiles autour de lui, des remparts contre un monde extérieur qu'il semblait avoir fui. Il a levé une main tremblante, un geste de défense, de supplication. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était un râle, à peine audible, comme s'il n'avait pas parlé depuis des lustres. Élodie a senti son cœur se serrer. Cet homme était une ombre, un fantôme de ce que Montaigne avait brisé. Elle a fait un pas en avant, mais Léa l'a retenue doucement par la main. C'est Léa qui a parlé, sa petite voix claire et étonnamment ferme, coupant à travers l'atmosphère lourde comme une lame. « Nous sommes venus pour la vérité, monsieur Moreau. Pour les terrains contaminés. Pour mon papa Jean-Luc. Il a disparu à cause de Montaigne. » Elle a serré sa petite voiture rouge, son totem de résilience, dans sa main. Le nom de Jean-Luc, prononcé par cet enfant, a eu l'effet d'un électrochoc sur Moreau. Ses yeux se sont agrandis, la peur laissant place à une lueur de reconnaissance, puis de douleur. Il a baissé la main, son corps entier tremblant. Jean-Luc, c'était un bon gars, trop honnête. Il a toussé, une toux sèche qui déchirait le silence. Il ne voulait pas qu'il parle. Personne ne devait savoir pour les déchets toxiques. Les fondations. Tout a été bâclé, couvert par des pots de vin. Il a balayé du regard les piles de documents autour de lui. J'ai tout. Des rapports, des plans, des photos, des preuves. Mais ils m'ont menacé. Ma famille. J'ai dû disparaître. Le poids de ces mots était palpable. Un écho de toutes les vies brisées par la machine impitoyable de Montaigne Immobilier. Vous sentez cette rage sourde monter en vous face à tant d'injustices ? Si vous avez perçu ce détail qu'ils ont feint d'ignorer, parlez-moi dans les commentaires et écrivez « Je suis avec vous ». Je veux sentir qui est là, maintenant. Léa a fait un pas de plus, son regard fixé sur Moreau, non pas avec pitié, mais avec une résolution inébranlable. On peut les arrêter, monsieur Moreau, mais on a besoin de vos preuves. L'autorité, silencieusement, glissait des mains d'Élodie vers sa fille, cette petite stratège dont l'innocence désarmait la peur. Moreau a regardé Léa, puis Élodie. Il a vu la même flamme de détermination dans leurs yeux. Il a soupiré, un souffle long et douloureux. Puis a pointé du doigt une caisse métallique rouillée, cachée sous un tas de toiles. Tout est là-dedans, des années de saleté, les mêmes plans truqués que ceux qu'ils ont utilisés pour le 24e étage. Le badge M703, c'était la salle des archives secrètes, là où ils stockaient les vrais dossiers. Élodie s'est agenouillée, ses mains usées par le travail tremblant d'anticipation. Elle a soulevé le couvercle de la caisse. L'odeur du papier ancien et de l'encre séchée s'est mêlée à celle de la rouille. À l'intérieur, des dossiers méticuleusement classés, des cartes annotées, des photos de chantiers nocturnes. Et au milieu, une liasse de clés USB identiques à celles qu'elle avait vues. Les mêmes éraflures, les mêmes numéros de série. C'était un trésor de preuves. Le fruit de la vie entière de Moreau passait à observer les ombres de Montaigne. Chaque document était un vestige, une pièce du puzzle qui s'assemblait enfin. Moreau a sorti un petit carnet, ses doigts tremblants encore. Il y a un nom, un contact, un journaliste indépendant qui avait commencé à enquêter sur Montaigne il y a des années. Il est le seul à pouvoir faire éclater ça au grand jour sans se faire acheter.
mais il est difficile à trouver. Il se méfie de tout le monde. Il a arraché une page et l'a tendue à Élodie. Sur elle, un nom et un numéro de téléphone griffonnés à la hâte. La piste était là, claire. Le chemin pour la vérité se dessinait enfin. Mais alors qu'Élodie prenait le carnet, un bruit sec a brisé le silence de la nuit. Un claquement lointain, puis le grincement métallique d'une porte qui s'ouvrait au loin. Le souffle d'Élodie s'est coupé. Leurs yeux se sont croisés. Ceux d'Élodie, de Léa et de Moreau. Une terreur partagée, les liant dans l'obscurité. Quelqu'un venait d'entrer dans l'usine. Le système avait des oreilles partout, même dans les ruelles les plus reculées de Saint-Denis. Elle n'était pas seule. L'odeur du danger était désormais plus forte que celle de la rouille. Elles avaient les preuves. Mais comment allaient-elles s'échapper avec? Le claquement métallique résonnait encore dans le silence oppressant. Chaque écho se transformant en une lame acérée. Leur cœur, à Élodie, Léa et Moreau, battait à l'unisson. Un tambour de terreur sourde. Le souffle d'Élodie se serra dans sa gorge. Elle sentait la présence invisible de ceux qui les traquaient. Un prédateur rampant dans les ombres de l'usine. « Ils sont là », murmura Moreau, sa voix brisée par la peur, ses yeux fixés sur la porte par laquelle ils étaient entrés. Il était trop faible, trop épuisé pour fuir. C'était clair. Mais Léa, elle, n'hésita pas. Son petit visage, éclairé par la lueur de la lampe de chevet, était d'une concentration effrayante. Elle pointa du doigt une petite lucarne, haute dans le mur, presque invisible dans l'obscurité. « Par là, maman, c'est le chemin que j'ai vu sur la carte. Ça donne sur la ruelle derrière l'usine, celle qui n'est pas éclairée. » Son autorité était sans appel, une évidence qui ne souffrait aucune discussion. Élodie n'avait qu'à suivre. La petite stratège avait pris les rênes, son intellect aiguisé par l'urgence. Élodie a ramassé la caisse métallique, son poids lourd et rassurant, rempli des preuves tant attendues. « Monsieur Moreau, vous devez venir avec nous. » Mais l'homme secoua la tête, une expression de résignation sur son visage. « Je suis trop vieux, trop fatigué. Je ne peux pas. Mais ces documents, ne les laissez pas tomber. C'est la seule chose qui compte. » Il attrapa la main d'Élodie, son regard suppliant. « Le journaliste, trouvez-le. Il saura quoi faire. » Vous vous demandez ce que vous feriez à la place d'Élodie? Laisser cet homme ou risquer le tout pour le tout? Un autre bruit, plus proche cette fois, un grincement de pas sur le gravier, les fit sursauter. Il n'avait plus le temps. Élodie a serré Moreau dans ses bras, une étreinte rapide, pleine d'une promesse silencieuse. Puis, elle a hissé Léa sur ses épaules. La petite a grimpé avec agilité, ses petits doigts agrippant les briques froides. Élodie l'a aidé à passer par la lucarne, puis a poussé la caisse métallique. Le silence était tendu, interrompu seulement par le frottement du métal sur la pierre. Une fois Léa et la caisse de l'autre côté, Élodie s'est hissée à son tour, ses muscles endoloris par l'effort. Elle a jeté un dernier regard à Moreau, qui les regardait. Une lueur étrange dans les yeux, un mélange de peur et de soulagement. Puis elle a basculé dans l'obscurité de la ruelle, le froid de la nuit mordant sa peau. L'odeur de l'humidité et du goudron frais était plus forte ici, un rappel de la banlieue qui s'étendait à l'infini. Elles ont couru, la caisse lourde frappant la jambe d'Élodie à chaque pas. Léa, à ses côtés, ne se plaignait pas, ses petits pieds tapant le sol avec une détermination farouche. Leur souffle était court, haletant, se mêlant à la symphonie des bruits nocturnes. Le vent dans les arbres, le lointain rombissement d'une voiture, le crissement de leurs pas sur les graviers. Le silence était leur complice, mais aussi leur ennemi, car il révélait chaque mouvement, chaque respiration. Elles ont traversé des terrains vagues, des amas de ferraille et de détritus, sous un ciel sans étoiles, guidées par la seule connaissance des chemins de traverse de Léa. La petite voiture rouge, le totem de Léa, était restée à l'intérieur, mais son esprit était là, traçant la route. Le danger était palpable, une menace invisible qui se resserrait autour d'elle. Elle pouvait sentir le souffle froid de la poursuite derrière elle.
l'ombre du système Montaigne qui ne lâchait jamais sa proie. Soudain, Léa s'est arrêtée net, tirant sur la main d'Élodie. Là! Sa voix était un chuchotement urgent. Devant elle, une grille rouillée bloquait le passage. Un cul-de-sac. Le cœur d'Élodie s'est emballé. Elles étaient piégées. Le bruit des pas s'intensifiait derrière elles, le son lourd de bottes sur le gravier. C'était la fin. La peur glaciale s'est emparée d'Élodie. Mais Léa avait déjà repéré la faille. Un trou minuscule dans le grillage, à peine visible. « Maman, la caisse !» Élodie a compris. Elle a glissé la caisse à travers le trou, puis Léa s'est faufilée avec une agilité déconcertante. Élodie a suivi, son corps grattant le métal froid, le bruit de la tôle déchirant le silence. Au moment où elle passait la tête, elle a vu une ombre massive se dessiner au bout de la ruelle. Un homme, grand, le visage masqué par l'obscurité, se tenait là, les regardant. Le temps s'est figé. C'était l'opérateur de rue de Montaigne, celui qui faisait le sale boulot. Leurs yeux se sont croisés, un instant, une éternité. La caisse, les preuves, le journaliste. Elle devait s'enfuir. Le danger était à son paroxysme. L'homme, une ombre massive, se tenait là, immobile, une sentinelle silencieuse du système. Élodie sentit le froid de sa présence remonter le long de sa colonne vertébrale. Son cœur tambourinait, mais elle n'avait pas le temps de céder à la peur. Elle tira Léa par la main, s'engouffrant dans la ruelle voisine, une veine sombre et étroite qui serpentait entre des bâtiments aveugles. Le gravier crissait sous leurs pieds. Un bruit assourdissant dans le silence de la nuit. Derrière elle, le pas lourd de l'opérateur de rue se fit entendre, régulier, inéluctable. Elles couraient, leurs poumons brûlants, l'air glacé déchirant leur gorge. La caisse métallique, lourde et encombrante, cognait contre la cuisse d'Élodie. Mais elle refusait de la lâcher. C'était leur seule arme, leur seule chance. Léa, malgré ses petites jambes, tenait le rythme, ses yeux vifs scannant chaque recoin, chaque passage. Son silence était une force, une concentration absolue. Elle était la boussole, traçant une route invisible à travers ce labyrinthe de béton et de ferraille. Les réverbères étaient rares ici. Leur lumière blafarde ne faisait qu'accentuer les ombres menaçantes. L'odeur de l'humidité et du goudron frais se mêlait à une angoisse palpable. Elles se sont engouffrées dans une impasse, un cul-de-sac bordé de murs couverts de graffitis. Le cœur d'Élodie se serra. C'était fini. Le bruit des pas derrière elle s'amplifiait, se transformant en une course effrénée. Mais Léa, sans un mot, a pointé du doigt une bouche d'égout à peine visible, à ras du sol, dissimulée par des herbes folles. Un vestige, une faille dans le plan des traqueurs. Élodie a compris. Sans hésiter, elle a soulevé la lourde grille. L'odeur pestilentielle des égouts a envahi l'air, âcre et suffocante. « Vite, maman !» Léa s'est glissée la première, son corps minuscule disparaissant dans l'obscurité gluante. Élodie a poussé la caisse, puis s'est faufilée à son tour, l'obscurité l'enveloppant comme un linceul. Le bruit de la grille retombant, lourd et métallique, a scellé leur fuite, juste au moment où l'opérateur de rue arrivait au bout de la passe. Elles étaient dans les entrailles de la ville, dans ce monde souterrain où les secrets s'échappaient rarement. Le silence était assourdissant ici, brisé seulement par le goutte-à-goutte incessant de l'eau et le bruit de leur respiration haletante. Elles ont avancé à tâtons, la lampe torche du téléphone d'Élodie perçant à peine l'obscurité. Le sol était glissant, couvert de boue et d'une fange inconnue. L'air était lourd, saturé d'une humidité froide et d'une odeur métallique. Léa, toujours devant, semblait savoir où aller, guidée par une intuition que sa mère ne comprenait pas. Elle traçait des lignes dans l'obscurité, des chemins invisibles qui la menaient vers la lumière, vers la sortie. Élodie, les muscles endoloris, portait la caisse comme une relique sacrée. Après ce qui sembla être une éternité, une lueur blafarde est apparue au loin, une promesse de l'extérieur.
Elles ont forcé une autre grille, rouillée et grinçante, et sont réapparues dans une ruelle déserte, à des kilomètres de l'usine, près d'une station de métro à l'abandon. L'air frais de la nuit, malgré son humidité, était une bénédiction. Elles étaient épuisées, couvertes de boue et de sueur, mais vivantes. La caisse était toujours là, intacte. Élodie a sorti le carnet de Moreau, ses doigts tremblants encore d'adrénaline. Le nom du journaliste, griffonné à la hâte, semblait leur unique espoir. « Comment on le trouve, maman ? Il est tard !» La voix de Léa était un murmure fatigué. Élodie a regardé autour d'elle, le désert urbain de la nuit parisienne. Puis son regard est tombé sur un vieux téléphone public, étrangement intact, à côté d'un mur graffé. Un vestige d'un autre temps, mais peut-être leur seule connexion. Elle a inséré une pièce, ses doigts froids cherchant le numéro. Le journalisme indépendant, c'était une profession de l'ombre, de la persévérance. Elle a composé. Une voix rauque, endormie, a répondu. « Allô, qui est-ce » Élodie a hésité. « Je suis Élodie Dubois. Monsieur Moreau m'a dit de vous contacter. J'ai des preuves. Pour Montaigne Immobilier. » Un silence lourd a suivi, puis la voix a changé de ton, devenant plus alerte, plus méfiante. « Montaigne, vous dites ? C'est une histoire ancienne. Je ne touche plus à ça. C'est trop dangereux. » Le cœur d'Élodie s'est serré. Le journaliste, leur dernière chance, refusait. Le système avait encore frappé, même ici, dans l'ombre. Mais mon mari, Jean-Luc, il a disparu à cause d'eux. Et Monsieur Moreau, il a tout donné. Des preuves de terrain contaminé, des plans truqués, le badge N703, les clés USB. Il y a des vies en jeu. Elle a senti le désespoir monter, mais elle a refusé de céder. Léa, à ses côtés, la regardait, ses petits yeux implorants. Un autre silence, plus long cette fois. Puis la voix du journaliste, plus grave, plus posée. « Un badge N703, vous dites, et des clés USB ?» Il y avait une lueur d'intérêt, une brèche dans son armure de méfiance. « Très bien, je ne vous promets rien, mais je veux voir ces preuves. Demain matin, à l'aube, sous le pont de la rue Saint-Martin, seul. Si vous êtes suivi, je ne serai pas là. » La communication a été coupée. Élodie a raccroché, son corps tremblant. C'était un rendez-vous risqué, une dernière chance. Le chemin était loin d'être terminé. Vous sentez cette tension, cette lueur d'espoir fragile qui vacille au bord du gouffre? Le rendez-vous était à l'aube, sous le pont de la rue Saint-Martin, là où la Seine murmurait ses secrets les plus anciens. Le froid de l'humidité traversait les vêtements d'Élodie et de Léa, qui attendaient, recroquevillées, la caisse métallique entre elles. Les premières lueurs du jour peinaient à percer le voile grisâtre qui enveloppait Paris, dessinant les silhouettes des péniches sur l'eau sombre. L'air sentait le goudron mouillé, le poisson et l'espoir fragile. Chaque bruit lointain, chaque pas sur le pavé, était une alerte. Élodie serrait la main de Léa, le cœur battant la chamade, une peur lancinante se mêlant à une détermination sans faille. Léa, elle, restait silencieuse, ses yeux fixés sur l'horizon, une petite sentinelle de l'aube. Un homme est apparu, sortant de la brume matinale comme une apparition. Grand, les traits tirés, une barbe de 3 jours et un regard perçant qui semblait tout observer, tout juger. C'était lui, le journaliste. Il s'est approché, ses pas résonnant sur les pavés humides, son regard balayant les lieux avec une méfiance palpable. Il a vu Élodie, épuisée, couverte de boue, et Léa, petite et frêle, mais dont l'intensité du regard détonnait. Il a hésité, puis a pointé du doigt la caisse rouillée. « C'est ça, vos preuves ? Vous n'avez pas l'air d'avoir passé une bonne nuit. » Sa voix était rocailleuse, empreinte d'un cynisme que les années d'enquête avaient forgé. Élodie a ouvert la caisse. L'odeur du papier ancien et de l'encre séchée a flotté dans l'air froid. Elle a sorti les dossiers, les plans, les photos de chantiers nocturnes. Elle a tendu les clés USB, identiques à celles qu'elle avait trouvées, le badge M703 et la page griffonnée du carnet de Moreau. Monsieur Moreau nous a tout donné. Pour mon mari, Jean-Luc. Pour tous ceux que Montaigne a brisés. Les terrains contaminés, les fondations bâclées, les pots de vin.
Tu t'es là. Sa voix, bien que fatiguée, portait le poids de la vérité. Le journaliste a pris les documents, ses doigts fins parcourant les pages jaunies. Il a inséré une clé USB dans un petit lecteur portable, son visage s'éclairant d'une lueur numérique. Les données défilaient, des rapports d'expertise truqués, des emails compromettants, des enregistrements de conversations. Ses yeux se sont agrandis, le cynisme s'effaçant peu à peu pour laisser place à un choc, puis à une colère froide. Il a reconnu les noms, les dates, les lieux. C'était la confirmation de ce qu'il avait toujours soupçonné, mais jamais pu prouver. Le système Montaigne, exposé à nu. « C'est énorme », a-t-il murmuré, ses yeux rivés sur l'écran. « C'est plus que ce que j'aurais pu rêver. Ça va faire tomber des têtes, des très grosses têtes. » Il a levé les yeux vers Élodie et Léa, un respect nouveau dans son regard. « Vous avez mis votre vie en jeu, pour ça, pour la vérité. » Il a refermé la caisse, un geste symbolique. « Il faut que ça sorte. » Immédiatement. Il a sorti son téléphone, tapant frénétiquement. Le plan était simple, une conférence de presse improvisée. Un rassemblement d'urgence devant le siège de Montaigne Immobilier, là où les caméras étaient toujours prêtes à immortaliser la gloire des puissants. Cette fois, elles filmeraient leur chute. Quelques heures plus tard, la place devant le siège de Montaigne Immobilier était un tourbillon de journalistes, de caméras, de micros tendus. L'information avait circulé comme une traînée de poudre. Le soleil de fin de matinée, pâle et hivernal, éclairait la foule grandissante. Élodie et Léa se tenaient à l'écart, observant la scène, le cœur serré. L'opérateur de rue, celui qui les avait traqués, était là, posté discrètement, mais son regard trahissait une nervosité nouvelle. La tension était palpable, une énergie électrique qui précédait l'orage. Le journaliste, d'une voix ferme, a commencé à dévoiler les preuves, projetant des extraits de documents sur un écran géant. Les visages des journalistes se crispaient, les murmures s'intensifiaient. Ils parlaient des terrains contaminés, des ouvriers sacrifiés, des vies brisées, de la corruption qui gangrenait les fondations mêmes de la ville. Le nom de Jean-Luc, le père de Léa, a résonné, un écho douloureux dans le silence que la foule faisait pour écouter. C'est alors que Léa, poussée par une force invisible, s'est avancée, sa petite silhouette se frayant un chemin à travers la foule. Elle a pris le micro des mains du journaliste qui la regardait, surpris, mais sans la retenir. Le silence est tombé, un silence lourd, absolu. Tous les regards étaient braqués sur cet enfant. Sa petite voiture rouge, son totem, était resté à la maison. Mais sa présence ici était un acte de bravoure pure. Mon papa, il s'appelait Jean-Luc. Sa voix, claire et enfantine, a coupé à travers l'air froid comme un couteau. Il travaillait dur, il voulait juste construire des maisons solides. Elle a regardé la tour Montaigne, puis la foule. Mais ils ont préféré l'argent, ils ont préféré le silence. Ces mots étaient simples, mais ils transperçaient les cœurs. Vous sentez cette onde de choc, cette vérité brutale qui vous frappe en plein visage. Si cette virade a hérissé ton bras, prouve que tu n'es pas seul. Laisse ton like maintenant et envoie cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre cette vérité. Les murmures ont repris, plus forts, plus indignés. Les visages de la foule, d'abord curieux, se transformaient en masques de colère et de compassion. La vérité, prononcée par une enfant, avait une puissance que des milliers de rapports n'auraient jamais pu égaler. La moralité s'était réordonnée, brusquement, sous le regard de tous. Le système, si impénétrable, commençait à vaciller. Les murmures ont repris, plus forts, plus indignés. Les visages de la foule, d'abord curieux, se transformaient en masques de colère et de compassion. La vérité, prononcée par une enfant, avait une puissance que des milliers de rapports n'auraient jamais pu égaler. La moralité s'était réordonnée, brusquement, sous le regard de tous. Le système, si impénétrable, commençait à vaciller. L'opérateur de rue, figé, sentit une sueur froide perler sur sa nuque. Le plan de Montaigne, si minutieusement élaboré, venait d'être pulvérisé par une fillette. Les caméras, quelques minutes auparavant,
filmait l'imposante façade de Montaigne Immobilier comme un symbole de réussite, se sont braqués sur Léa, puis sur Élodie, l'incarnation silencieuse de toutes les victimes. La voix du journaliste, désormais, n'était plus qu'un accompagnement à la clameur publique qui montait. Il avait planté la graine, mais c'était la petite qui l'avait fait éclore en un arbre dont les racines allaient ébranler le béton même de Paris. On voyait déjà les premières fissures apparaître sur le vernis impeccable du magnat. Dans les bureaux feutrés de la tour, le téléphone d'Antoine de Montaigne sonnait sans relâche, mais il ne répondait pas. Il était devant son écran, le visage blafard, regardant l'image de Léa, sa silhouette minuscule défiant son empire. La peur panique de son héritage, la hantise de l'échec, tout remontait à la surface. Le contrôle lui échappait et il le savait. Ses conseillers, paniqués, tentaient de le joindre, mais le silence de son bureau était assourdissant. Un silence de défaite. Les chaînes d'information en continu ont interrompu leurs programmes habituels. Les gros titres s'affichaient, des phrases chocs, des mots comme « scandale »,« corruption »,« Montaigne s'effondre ». Les experts se succédaient, analysant, décortiquant les preuves que le journaliste avait mises en ligne en un temps record. Les images de la caisse métallique, du badge N703, des clés USB, inondaient les écrans. Le nom de Jean-Luc Dubois était prononcé, enfin, avec le respect qu'on lui avait refusé dans la mort. L'opérateur de rue, lui, n'attendit pas les ordres. Il savait que dans ce genre de situation, les pions étaient les premiers à tomber. Il se fondit dans la foule, son visage fermé, ses yeux cherchant une échappatoire, un moyen de disparaître. Il n'était qu'un rouage, une main sale dans une machine bien plus grande. Mais la machine, cette fois, était grippée. L'odeur de la pluie, qui menaçait de tomber de nouveau, se mêlait à celle de la panique collective, une symphonie de la chute. Les premières démissions sont tombées comme des feuilles mortes en automne. Des directeurs, des avocats, des cadres de Montaigne Immobilier, tous cherchant à se désolidariser de l'entreprise. Les procureurs ont annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire. Les actions du groupe ont chuté en bourse. Le système, autrefois intouchable, révélait ses failles, ses fragilités. Le journaliste, lui, s'est effacé, laissant la vérité faire son chemin. Il avait fait son travail. Élodie, tenant la main de Léa, sentait une paix étrange, un soulagement profond. Le poids des années de silence s'envolait, emporté par le vent de la justice. La ville, habituellement indifférente, semblait enfin écouter. Le système judiciaire se mit en marche. Des citations à comparaître furent émises, des comptes gelés, et le nom Montaigne, autrefois synonyme de prestige, devint un synonyme de cupidité et de corruption. Les grands projets qui parsemaient l'horizon parisien, jadis symbole de l'ambition d'Antoine de Montaigne, semblaient désormais des cicatrices, des rappels de ce qui avait été construit sur le mensonge. Les ouvriers, jadis silencieux, trouvaient enfin leur voix, leurs témoignages s'ajoutant au dossier déjà accablant. Élodie, elle, observait tout cela de loin, une fatigue immense, mais une lueur de satisfaction dans les yeux. Elle avait tenu bon. Elle avait fait ce qu'il fallait. Léa, à ses côtés, ne comprenait pas encore toute l'ampleur de la victoire, mais elle sentait la légèreté de sa mère, le poids qui s'était envolé de ses épaules. La petite voiture rouge, son totem, était toujours sur son étagère, mais elle avait trouvé un nouveau sens à la bravoure, une bravoure qui n'avait pas besoin de roues pour avancer. Élodie savait que son combat personnel était terminé, ou du moins qu'il prenait une autre forme. Ce n'était plus seulement Jean-Luc, c'était pour tous ceux qui avaient été invisibles, tous ceux qui avaient été écrasés par la machine. La scène n'était plus la sienne, c'était celle de la justice. Enfin, quelques mois plus tard, une petite association voyait le jour à Belleville, financée en partie par les actifs gelés de Montaigne Immobilier. Son nom, Les Voix de Jean-Luc. Élodie, forte de son expérience, y trouvait un nouveau sens, aidant d'autres familles à déterrer leur propre vérité, à ne plus être invisibles. Ce n'était plus une lutte isolée, mais un mouvement, une main tendue dans l'ombre qui se battait pour que les fondations de la ville soient saines, pour que chaque vie compte. Léa, elle,
avait grandi. Sa petite voiture rouge, le totem de leur aventure, trônait désormais sur le bureau d'Élodie, un rappel silencieux de la bravoure et de la persévérance. Elle jouait toujours, mais ses jeux avaient une profondeur nouvelle, une conscience des injustices et de la force qu'il fallait pour les affronter. La justice avait triomphé, mais le combat pour l'équité, lui, ne s'arrêtait jamais vraiment. Ici, aucun final n'est le fin. Fais partie de notre famille. Suis récit qui touche l'âme, active la cloche et commente le mot Legado. Je lirai ton nom là. Car des histoires comme celle d'Élodie et Léa, des récits de courage qui changent le monde, il y en a d'autres, enfouis sous le silence des grandes villes, attendant juste une lueur pour être révélés.